J'ai téléchargé Telegram, vous me voyez, moi qui suis pas des réseaux déjà, alors encore moins téléphone, où il faut montrer un truc d'œil là pour être accepté, enfin bon bref, non j'exagère, mais c'est vraiment, et finalement, à force d'endurance et tout ça, puis de leur expliquer, alors à un moment je suis quand même arrivée, la première fois qu'ils m'ont reçu, quand même pour les remercier, je suis arrivée avec S'adapter, le livre, pour leur montrer un peu ce que je faisais, et j'avais dépensé mon PEL en macarons, donc je suis arrivée avec une boîte de macarons énorme, et le gars, ouais, mais et le commandant, c'est la première fois qu'on a reçu un cadeau comme ça, il a regardé S'adapter, il a fait bon alors vous êtes gentil, merci, on n'a pas du tout le temps de lire, merci beaucoup. Ok, et j'ai fait des macarons, enfin j'ai dégainé la pièce de macarons, et il dit alors merci beaucoup, enfin on est juste soumis à un régime alimentaire. J'avais mis 200 balles de macarons, et il m'a dit mais nos femmes seront très contentes. Sous-entendu que nos femmes donc, ont le temps de lire et de bouffer, ça fait toujours plaisir. Mais bon, c'était un peu ça. Donc après j'ai pu rien ramener, j'ai ramené une grosse note et c'était tout. Alors votre négociateur s'appelle Émile Lazo. Soit Zola à l'envers, vous êtes gentil, hein, pour les distraits, vous pointez le truc. Et de même, il est question d'une certaine Alexandrine, qui en fait est la femme de Zola, et ici, qui est une des 19 enfants, pardon, de la maternelle, qui est la petite asthmatique. Il y a aussi une Jeanne, qui était la maîtresse et la mère des enfants de Zola. Je me suis amusée sur les prénoms. Oui, et ici, c'est la fille du négo. Mais vous êtes passionné par Zola? J'adore Zola. J'adore Zola. Oui, alors ça c'est pur goût personnel. J'adore Émile Zola. Je pense que Thérèse Raquin est un des plus grands romans de notre littérature, et je désespère qu'il ne soit pas du tout enseigné au bac français, ou que l'éducation nationale ne mette pas au programme, mais tout comme Tristan et Iseult. Enfin, c'est le concept, en fait, tout ce qui plaît, qui peut être accessible aux gens, en fait, on ne va pas le mettre, comme ça c'est plus marrant. Et alors, il y a aussi un général, enfin à la tête du GIGN, c'est le général Berflot. Alors pour les distraits, c'est Flaubert. Gustave. Dès qu'on parle de Gustave, que serions-nous sans Gustave? Alors, et que serions-nous sans Elon Musk? Parce que le forcené parle anglais et il prétend être Elon Musk. Il dit revenir du salon Vivatech, on est fin 2024, et effectivement, Elon Musk était au salon Vivatech qui a eu lieu à Porte de Versailles, c'est ça? Et je me disais, bon, pourquoi l'avoir choisi Elon Musk comme forcené? Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? Il vous obsède? Non, parce que ça lui fait trop d'honneur. Rappelons qu'il est Elon Musk, hein, en gros, c'est l'homme le plus riche du monde. 440 et c'est celui qui veut votre fin, à vous et moi, je vous signale. Il est propriétaire de Tesla, de SpaceX, de Neuralink, du réseau X. En fait. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas peur de lui? Non, j'ai pas peur de lui parce que je trouve que ce serait lui faire un peu trop d'honneur, et surtout en tant que femme de lettres et qui a consacré ma vie au livre, comme vous, et comme plein de gens qui sont ici puisque vous aimez les livres, quand on regarde bien, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière, sa vie et sa fortune sur l'élimination du mot. Parce que quand on regarde bien, le fait de racheter les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ça rabote le langage. L'intelligence artificielle, ça remplacera la parole humaine. Et quand il veut coloniser Mars, c'est occuper un espace sans langage. Donc il est obsédé par l'absence de langage en fait. Et franchement, c'est quelqu'un qui a fondé son ADN sur la suppression du mot. Quand on est écrivain et qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend la hallebarde. Donc on écrit un livre. Et alors ce Musk, ce forcené, fustige, s'il a choisi cette école, cette petite maternelle des Yvelines, qui s'appelle l'Aurore, c'est parce que c'est une école pilote qui a aboli le numérique et qui produit ainsi des enfants plus intelligents que la moyenne. C'est une espèce de démonstration par l'absurde. Expliquez-nous un peu pourquoi, quel est le problème aux yeux de Musk, le fait que cette école, justement, je ne sais pas s'il en existe d'écoles comme ça. Je vous signale que tous les dirigeants de Google et de la Silicon Valley ont quand même mis leurs gamins dans les écoles où on revient à la craie au tableau noir avec la plume noire. Donc après, ça vient m'expliquer que... Bon bref, on les embrasse. Donc il dit admirer ses enfants, il dit que pour garantir la survie de l'espèce, il faut de l'animalité. Alors voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que
Quand Émile reçoit, ça c'est véridique, les négociateurs du GIGN ont ce quotidien-là, ils sont d'astreinte en quelque sorte, on les appelle et on leur dit là il y a souci, ils se harnachent, ils y vont. C'est ce que fait Émile. On lui dit, il y a un gars... voilà, non, Émile Lazo, mon négociateur. On lui dit, bon, on a un gars qui tient en joue quand même une classe de maternelle d'enfants de 4 ans, il a l'air un peu énervé, évidemment on intervient. Émile, jusqu'à présent, il faut 8 ans d'études en fait pour devenir négociateur. Donc lui, il gère quoi. Donc il dit, ok, ça, je connais, c'est juste ma routine. Et on lui dit, alors, à ceci près que le forcené dit qu'il s'appelle Elon Musk. Pardon, là, je vous interromps, oui, parce que j'aimerais bien, le début du roman, le début est formidable, et je me disais que vous êtes en train de le dire, vous pouvez aussi le lire, oui, bien sûr. Quelques pages, vous allez voir le ton un peu du roman. Alors c'est un dialogue. Bonjour, je m'appelle Émile, je suis du GIGN. J'ai été appelé parce que vous avez pris en otage une classe de maternelle, moyenne section, c'est-à-dire 19 enfants âgés de 4 ans. Vous confirmez? Oui. Comment vont-ils? Bien. Où sont-ils actuellement? Assis en cercle autour de la maîtresse. Ils sont calmes? La maîtresse leur a proposé le jeu du silence. Ok. Je vais discuter avec vous, d'accord? Vous êtes dans l'école? Dans la cantine, juste à côté. Je suis assis parmi des chaises toutes petites et des tables très basses. Avez-vous une arme? J'ai surtout 19 enfants et une institutrice. Très bien. Commençons par le début. Vous dites que vous êtes Elon Musk. 22 euros, 19 euros, je sais pas Alors là, c'est Émile qui reprend la parole. Ce matin de printemps, je me trouvais à Versailles à la base. J'étais de permanence à la section d'alerte. C'est tombé sur moi. Il s'agissait d'une prise d'otage dans l'école maternelle de Verly-sur-Seine, à 10 km de Paris, par un individu étranger, visiblement américain. Il parlait donc anglais, moi aussi. Le branle-bas s'est mis en route, classique. Je suis formé pour le calme. J'ai vérifié et enfilé mon équipement, suis monté dans le camion avec le coach, le coordinateur et le chef de section. Malgré les sirènes, nous étions concentrés. Ils m'ont passé le mot d'op et les premières informations. Plan et caractéristiques de l'école, profil du directeur, des enseignants, des familles, position des tireurs, traitement médical et besoins spécifiques de certains enfants. Nous connaissions la procédure. L'ambiance aussi, celle d'une prise d'otage avec des gamins. C'est particulièrement électrique, chargé d'affect, et nous savons très bien les pièges de l'affect quand il s'agit d'enfants. Mais nous savons aussi la rationalité propre des gestes qui s'enchaînent, le lest des consignes, la sauvegarde que représente notre devise et notre formation. Nous sommes concrets, pragmatiques, terriens. Cela nous sauve, car si je suis honnête, cette hygiène du réel m'est aussi bénéfique qu'aux otages. Mais j'en viens bien sûr à l'info principale, aussi cocasse que fondamentale, puisqu'à l'instant où je vous parle, les conséquences ont fait le tour du monde. Le forcené disait être Elon Musk. Bien, ai-je pensé. J'ai négocié 16 situations de crise. Ce cas de figure, je ne l'avais pas encore expérimenté. Le dingue qui prend l'identité d'une star, inédit. Alors, si la négociation est un pas de deux, à moi de découvrir le danseur. Très bien. Merci pour cette jolie lecture. Donc, la seule arme que l'intelligence artificielle ne maîtrise pas, Tom, le président Musk, c'est justement l'animalité. C'est ça, parce que du coup... En fait, c'est une démonstration par l'absurde. Exactement, exactement. En fait, Émile, déjà, n'a pas d'autre choix que de commencer sa négociation quand même en disant « Alors, bonjour Elon Musk », déjà. Et s'engage quand même une discussion où on ne sait pas. Par ailleurs, à ce moment-là, on dit à Émile « Bon, Elon Musk était en France pour le salon Vivatech, qui existe vraiment, où Musk est vraiment venu l'année dernière, et le problème, c'est qu'on n'a pas de trace de son avion de retour. » Donc Émile dit « D'accord », et on lui dit « Bon, et par ailleurs, il est en train de péter un peu un plomb. » Et donc on ne peut pas complètement écarter que ce soit pas lui qui a encore plus pété un plomb. Émile dit « Ok », et l'école en question... C'est à l'époque où il est en froid avec Trump. Voilà, et en plus, quand j'ai écrit ça, punaise, il n'était pas encore viré, et après, il s'est fait virer par Trump. C'est pour ça qu'on a sorti certains autres choses qu'il ne faut pas attendre. Et puis, l'école en question est une école qui a banni les écrans. Donc, Émile Finot dit à Elon Musk, il lui dit, si vous avez pris ces enfants en otage, c'est par hasard. Ils sont privés d'écran et leur intelligence est x3.
vous les voyez comme des obstacles à votre suprématie ou comme des aubaines. Parce que c'est ça l'enjeu en fait. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que Musk, il répond pas à cette question. Or, les gars du GM m'avaient bien dit, quand j'ai été les voir, ils m'ont dit, dans ce genre de situation, il y a un fondamental impératif tout le temps, c'est le sort des otages. Alors, encore plus si c'est des enfants. Donc, il faut qu'Émile, il reste greffé sur les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, sortir, sortir, sortir. Donc, Émile, il rabat toujours ça vers les enfants. Et à chaque fois, Elon Musk, il esquive. Et c'est ça qui donne des suées froides à Émile, en fait. Donc, il lui dit obstacle ou fardeau. Et là, Elon Musk lui explique un truc qui va servir à Émile, où il va comprendre un peu le personnage. Il lui dit, Elon Musk, j'ai bâti ma vie sur une erreur. J'ai cru, comme tout le monde, que l'intelligence artificielle allait améliorer le genre humain, embellir nos vies, nous éviter la maladie, tout ça, nous rendre plus intelligents. La vérité est qu'elle va nous dévorer. Je me suis trompé. Et donc, je m'aperçois que la seule chance de survie que nous, espèces humaines, nous avons face à l'IA, c'est de lui opposer quelque chose qu'elle ne comprendra pas et qui est l'inverse d'elle, c'est-à-dire la bestialité. Il faut qu'on redevienne tous complètement animaux, sanguinaires, impulsifs, cons, méchants. Et là, on aura une petite chance de survie vis-à-vis de l'IA parce qu'elle ne peut pas comprendre la pulsion. Et donc, il dit d'ailleurs, à un moment, il lui dit d'ailleurs, IA, c'est pas à l'intelligence artificielle, il faut opposer l'IA, intelligence animale. C'est pourquoi, dit-il, Elon Musk dit ça, c'est pourquoi j'ai racheté le réseau social Twitter devenu X, parce que c'est le lieu d'abêtissement généralisé. Je vais me faire plein de copains avec ce lieu. Mais c'est là où je vois les gens qui réagissent en meute, qui réagissent en proie, en alanie, qui ont quasiment plus de mots. Je rabote le langage, puisque à la base, rappelez-vous, Twitter c'était 240 mots, 300 mots, bref, l'idée de toujours de raboter le langage. Et du coup, je m'emploie à abêtir l'humanité. On me prend pour un diable, en vérité, je veux sauver la vie. Voilà, et Émile, il est là, d'accord, alors attendez, ok. Et il revient toujours en disant, oui, d'accord, alors ok, je l'ai, mais ces enfants-là, obstacle ou aubaine? Et l'autre, il est complètement en boucle sur l'IA. L'IA, il faut rappeler, qui émet plusieurs centaines de tonnes de CO2. Alors, le désastre écologique en rapport avec l'IA, franchement, politiquement parlant, j'entends pas beaucoup de voix qui s'élèvent contre ça. Hein, parce que si on parle de désastre écologique, moi je veux bien faire pipi sous ma douche, hein, mais pour aider à cause. Enfin, si à un moment ça se joue à ce stade-là. C'est original comme solution. En vous écoutant, je me demandais, mais vous n'avez jamais été, vous n'avez pas de compte X, vous n'êtes pas sur Instagram. Jamais de la vie. C'est vrai? Jamais de la vie. Vous avez échappé à tout cela? Ben, je sais pas que j'ai échappé, il suffit de pas s'inscrire. Hein. Ouais, c'est très simple, hein. Il suffit de rien faire. Alors, le drame de Musk aussi, finalement, dans ce roman, c'est qu'il a lancé le Road Challenge. Alors voilà, oui, ça c'est. Alors, le Road Challenge, c'est quoi? C'est traverser une route les yeux bandés. En fait, je suis partie des challenges qui existent vraiment. Ce qui paraît dément. Mais enfin, mais Marianne, regardez ce qu'il y a aujourd'hui sur les challenges sur Twitter, et c'est hallucinant. Vous avez, il y a quelques années, il y a eu le Ice Bucket Challenge, je ne sais pas si ici il y a des gens qui s'en souviennent, ça consistait à se renverser un seau d'eau glacée sur la tête. Ok, c'est pas traverser. Je dis rien. Après, il y a eu le Paracétamol Challenge qui consistait à ingurgiter un maximum de Doliprane pour tester la résistance de son foie. Ok, bon. Et il y a des Cheese Challenge qui consistent à lancer... Non, vous lancez une tranche de fromage fondu là, sur la tête d'un bébé, pour voir sa tête. Marrant ça. Voilà. Donc, c'est tellement hallucinant ce qu'il y a parfois dans la bêtise des gens que je me suis dit, je vais pousser le curseur un peu plus loin. Encore une fois, c'est le principe de la farce. Hein. Et à ce moment-là, quand Émile prend la négo, ce qu'il sait, c'est que ça fait 3 jours que la planète est ravagée par un challenge qui a été lancé, ça c'est le roman, hein, qui s'appelle le Road Challenge, lancé donc sur Twitter, et qui consiste à traverser une route les yeux fermés. Donc on y est. Et au moment où Émile prend sa négo, l'indignation planétaire monte parce que c'est un ravage chez les jeunes.
Il y a 3000 lycéens par minute qui meurent parce qu'au Japon, à Stockholm, à Singapour, où vous voulez, la jeunesse mondiale ferme les yeux et s'engage sur une nationale, une autoroute. Il y a 30 000 morts au moment. Il y a 30 000 morts, mais ça, encore une fois, c'est roman. Mais je vous dis ça parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, j'ai été voir après lecture, j'ai été voir sur internet ce Road Challenge, en me disant, c'est pas possible. Et en fait, ça, j'étais très contente, je me dis, bon, bah, ça veut dire que c'est un peu crédible, mais franchement, j'ai poussé le curseur à peine un peu plus loin. Hein. Entre ça et une frange de fromage fondu sur la tête d'un bébé, pardon, mais. Et du coup, tout le monde tient Elon Musk pour responsable. Donc, au moment où il prend la négo, toutes les entreprises de Elon Musk sont incendiées par des parents fous de rage et de chagrin. Les portes de ces entreprises sont enfoncées à coups de béliers, mais qui sont des cercueils. Et les gens brandissent des tronçonneuses, parce que souvenez-vous, Musk avait brandi sa tronçonneuse en Amérique du Sud pour dire qu'il allait sabrer les coûts de la fonction publique aux États-Unis. Donc les gens prennent et donc sa femme et ses 14 000 enfants sont sous protection policière. Donc en fait, quand il prend la négo, c'est pour ça que le général, le chef de section, ne cesse de lui dire, comme l'avion de retour, ils n'ont pas de traces, on a affaire à un homme qui est peut-être complètement désespéré. Et c'est peut-être vraiment Elon Musk en fait, qui, dans sa classe, là, ils ont fait les plombs. Ils ont fait appel au FBI pour en savoir plus sur où était Musk, et notamment et ils trouvent ça à la 3e ex-femme. Alors il faut venir à la 3e ex-femme que j'ai appelée Shirley. J'ai hésité avec Beverley. J'adore Beverley. Mais bon, j'aime bien Shirley aussi. Et donc Émile, il la fout dans un gymnase avec le FBI autour qui tire la tronche d'ailleurs. Et en fait, Shirley, que j'ai adoré imaginer un peu ballerine, alors je sais plus toi qu'elle ressemble, mais je lui ai mis un chignon, des yeux gris, un maintien comme ça et tout, parce que j'adore la danse classique, mais bon bref. Et elle dit à Émile, alors je suis désolée, mais en fait c'est lui. Je le connais par cœur, j'ai fait 3 enfants avec lui, je sais exactement quelle est la micro-pensée rattachée au micro-geste qu'il va faire avant de dormir, je le connais par cœur. Et les enregistrements que m'a fait écouter le FBI, en fait c'est lui. Et je crois que vous ne prenez pas bien conscience de là, le fait qu'il est en train de tout perdre, donc il pète un plomb. Ces entreprises ont complètement dévissé en bourse à cause du Road Challenge, puisqu'il y a cette indignation planétaire. C'est l'homme le plus détesté du monde. Ça s'effondre en fait, l'empire qu'il a mené. On lui a coupé tous les crédits scientifiques. Trump l'a viré. Et donc en fait, il n'a pas pris son avion de retour. Et on a affaire à un homme qui est en train de tout perdre et qui perd pied. Et donc Émile, il entend ça. Il se dit putain, c'est Elon Musk. Oh, c'est Elon Musk, ok. Il dit vraiment putain? Non, je suis trop dedans. Il est bien plus poli que moi. Et vous écrivez, les réseaux sociaux sont des fossoyeurs de l'émancipation féminine. Vous le pensez vraiment? Alors non, j'exagère un peu, mais non, mais bien sûr, c'est outrancier. La blague, elle est outrancier. La farce, le principe de la farce, c'est que c'est outrancier. Néanmoins, je ne vois pas tellement beaucoup de progression de nos droits sur des filles qui trouvent ça funky de se filmer en train de s'habiller le matin, quoi. Vous écrivez que Musk est un libertarien. Ça, c'est vrai? Ça, c'est vrai. Rappelez-nous en 2 mots ce qu'est un libertarien. Les libertariens et les non-fermistes, c'est un courant de pensée qui est né dans les années 70 et honnêtement qui avait quand même très peu d'adeptes, notamment en Europe. Et en fait, qui a retrouvé une nouvelle vie grâce à Elon Musk, et mais il y a d'autres. Hein. Ça a été théorisé par des philosophes, etc. Et ça consiste à dire, en gros, toute contrainte est vécue comme une injustice personnelle. C'est pour ça que, quand il a racheté Twitter, il a tout de suite viré tous les modérateurs en disant, si on modère, c'est une contrainte. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, et tout est vrai. Non, mais c'est absolument vrai. Et ça habille cette philosophie, entre guillemets, de liberté d'expression. Ce qui est hyper facile, puisque tous les chiffres que je mets dedans sont vrais. Hein. Quand il a fait ça, Musk, quand il a racheté Twitter et qu'il a viré les modérateurs, les tweets racistes, antisémites ont augmenté de 1300%. Je crois que c'est ce chiffre à peu près, je ne me souviens plus exactement, mais c'était de cet ordre-là. Ça, c'est véridique. Hein. Eh bien, ce sont des gens qui considèrent que pouvoir émettre une parole raciste, c'est la liberté d'expression. Donc à partir de là, on ne peut même plus discuter, puisque tout cadre, tout maintien est vécu comme une injustice personnelle. Ok, donc à partir de là, c'est le principe de la jungle. C'est pour ça que quand il dit la bestialité, etc., je ne pars pas de rien. C'est vraiment
je pousse un tout petit peu plus loin la réelle philosophie d'Elon Musk. Ce libertarien est associé très souvent à un autre courant qui s'appelle le long-termisme, qui a été pareil, théorisé, assumé et tout, et qui consiste à dire, le jour où il y aura extinction de l'espèce, il vaut mieux, et c'est texto ce qu'a dit Nick Wolfus, c'est il vaut mieux sauver un prix Nobel de mathématiques plutôt qu'un contrôleur SNCF ou une autre profession qui sera moins utile. Donc c'est une forme d'eugénisme complètement assumée. D'ailleurs, et à un moment, d'ailleurs, il lui dit, vous savez que ce genre de pensée, la dernière fois que ça a été mis en pratique, c'était le Troisième Reich quand même. Mais est-ce un... Enfin, moi, quand on reproche à Musk d'avoir fait le salut nazi, voilà. Non mais tout ce... Enfin, on n'a pas affaire à n'importe qui quand même. Et l'eugénisme, Musk, il l'a théorisé, il en est vraiment convaincu. Alors Musk,